on voit bien que dans tous les domaines où le numérique est important aujourd'hui, il y a les grandes entreprises typiquement nord-américaines, mais nos amis chinois se jouent aussi dans la même catégorie. Bon, coucou. Alors, et toutes ces grandes entreprises ont une tendance en fait, à accaparer l'information. L'éducation, pour l'instant, y échappe. L'éducation n'est pas accaparée. Il n'existe pas un Google de l'éducation. Il n'existe pas un Amazon de l'éducation. Mais si on veut éviter ça, en fait, on se rend compte qu'on a intérêt à essayer de comprendre ce qu'on n'a peut-être pas bien fait dans d'autres domaines. Et ce qu'on se rend compte, mon opinion, celle que je défends auprès de l'UNESCO, c'est que l'ouverture, c'est justement une arme puissante pour nous protéger de finalement se faire confisquer l'éducation au service de quelques grandes entreprises qu'on n'a pas vraiment envie de voir en charge de l'éducation au niveau mondial. Bon, donc je me suis presque présenté. Non, effectivement, je suis titulaire d'une chaire UNESCO. Donc une chaire UNESCO, j'en reparlerai, puisque l'UNESCO est un acteur important dans ce qu'on est en train de faire. La Khalid l'a dit, c'est a priori dans une de leurs conférences que le terme même de ressources éducatives libres a été inventé, en tout cas c'est ce que eux disent, mais aujourd'hui c'est aussi eux qui sont en train de mettre autour de la table les gouvernements, les ministères, les acteurs un peu partout. Donc ça va être un petit peu important. Alors je passe à la leçon du jour. Et donc, la leçon du jour, c'est la leçon 3, c'est avantage des ressources éducatives. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'éducation libre? Les bénéfices, c'est l'impact de l'éducation libre ou l'éducation ouverte. Alors oui, sur libre et ouverte, le débat de tout à l'heure, je l'ai bien entendu. Moi, j'ai une position qui est probablement plus proche de celle de Richard Stallman. C'est que même si à différents moments, il y a eu des vraies différences entre les termes, aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. Il y avait des raisons tactiques pour utiliser free chez les anglo-saxons. Ces raisons tactiques n'existent peut-être plus aujourd'hui. Le fait que, par exemple, on réclame que l'éducation soit gratuite, c'était quelque chose de très, très important il y a quelques années. Aujourd'hui, en France, on continue à réclamer que l'éducation soit gratuite, mais dans les pays anglo-saxons, ce n'est plus le cas. Tout le monde sait que les choses ne sont pas gratuites et que les choses ont un coût. Donc, ça dévalorise d'une certaine manière un discours que de dire on va vous proposer quelque chose de gratuit. C'est comme si on vendait quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est aussi pour ça que le mot free est, à mon avis, beaucoup moins utilisé dans le monde anglo-saxon aujourd'hui. Nous, on a gardé libre pour des raisons qui peuvent être proches de celles, probablement Khalid a tout à fait raison, pour faire la différence entre un ouvert qui ne permet pas de réutiliser et un libre qui. Mais voilà, il y a une divergence de point de vue pour plein de raisons entre la France et entre le monde francophone et le monde anglophone. Si on trouve un moment tout à l'heure, on débat à Khalid, parce que je pense que ça vaudrait le coup. Je suis sûr qu'on s'empaillerait généreusement sur cette question. Alors, donc la question, c'est en quoi est-ce qu'une approche d'éducation ouverte peut transformer comment vous travaillez? C'est-à-dire au quotidien, est-ce que ça va changer les choses, qui est une posture d'éducation ouverte? Est-ce que ça change les choses pour une université? Si une université décide de devenir ouverte ou d'aller vers plus d'ouverture, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va changer des choses pour les étudiants? Est-ce qu'ils vont apprendre différemment? Et puis, est-ce que d'autres que vos étudiants, est-ce qu'il y a d'autres mondes, d'autres personnes qui peuvent apprendre? Et donc, il y a plein de critères pour faire ça. On pourrait faire une grille croisée pour regarder en termes de coûts, en termes d'accès, de qualité et de collaboration. Je vais répondre partiellement à ces choses-là. Il y a beaucoup de réponses. Et je pense que là aussi, les réponses vont être environnementées. Il est probable qu'elles soient différentes dans vos universités par rapport à la mienne, et elles seront encore complètement différentes au MIT, mais elles seront aussi pas du tout la même chose dans toutes les universités américaines. Donc ça, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que les arguments sont un petit peu différents. Donc comment travaille un éducateur ouvert? Effectivement, à tout moment, il se dit que le matériel qu'il est en train de préparer, il va être ouvert, c'est-à-dire il va être accessible à tout le monde. Ça pose quelques problèmes, ça veut dire que quelques raccourcis qu'on pourrait avoir en train de se dire je fais ça dans la salle de TD, ni vu ni connu, ma preuve, je ne suis pas obligé de la faire parce que finalement, de toute façon, les étudiants ne vont rien comprendre. Ça, j'ai plus de mal à le faire si je le fais dans un document que je vais partager. Donc, ça nous oblige, donc c'est une obligation à un peu plus de rigueur, ça c'est évident. Alors parfois, les détracteurs peuvent dire « Ah ouais, mais c'est pas sympa votre truc, vous avez des ressources, vous avez un système où vous allez vous rajouter des contraintes. » La réponse est oui, mais en échange,
c'est comme pour le reste. Si le matériel sur lequel je vais me baser a lui-même observé des contraintes, ben, je vais me retrouver avec aussi des cours avec plus de fiabilité. Comment est-ce que l'université peut fonctionner mieux? Alors là aussi, je ne sais pas comment c'est chez vous. Chez nous, en ce moment, c'est devenu catastrophique. Nous avons un Moodle, je ne peux pas voir les cours de mes collègues. Je ne peux pas voir, je vois qu'il y a un cours qui a le même nom dans le département d'à côté, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que, en fait, on s'est enfermé avec le temps. On s'est enfermé en disant, oui, mais attendez, moi, je suis le prof, je suis maître chez moi et qu'on ne vienne pas me chercher. Et donc, la plupart des Moodle que je connais, en tout cas tous ceux de France, sont comme ça complètement fermés. L'université de Nantes, qui aujourd'hui est en train de chercher à s'ouvrir, c'est une priorité, c'est de devenir ouvert par défaut. C'est de dire, non, non, on va ouvrir complètement notre Moodle, au moins en interne, au moins pour que tous les étudiants puissent et tous les enseignants puissent savoir ce qui se passe dans l'université. Et à partir de ce moment-là, la qualité, elle aussi, elle va monter, parce que des cours qui ne bougent pas depuis des années vont peut-être devoir bouger un peu, mais surtout, on va se rendre compte que dans deux cours différents, on raconte un peu la même chose. Voilà, donc il y a quand même, il y a nécessairement pour l'université un gain extrêmement appréciable. C'est le résultat de l'analyse ici à Nantes en ce moment. Comment les étudiants apprennent? Bien entendu, s'ils ont accès à autre chose que le polycopier du prof, c'est bien. Et ils doivent apprendre à utiliser ça pendant les études. On a tous rêvé d'un système dans lequel finalement on n'est pas là pour apprendre, on est là pour apprendre à apprendre. Et donc apprendre à apprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos étudiants doivent, pendant le temps qu'ils sont avec nous à l'université, ils doivent pouvoir en même temps savoir aller chercher des ressources ailleurs. Et ne nous trompons pas, ils savent le faire. Je pense que chez vous comme chez nous, ils sont fourrés sur Open Classrooms en train d'aller chercher des tutos dès qu'ils le peuvent. D'accord? Alors, ça nous énerve prodigieusement en train de se dire, mais je préférerais qu'ils regardent mes cours ou les cours d'un savant professeur. Sauf que Open Classrooms, le mot le dit bien, Open, d'accord? Et eux, Open Classrooms, ont rendu ouvert leurs cours et les étudiants savent que c'est là qu'il faut aller piocher. Alors que Open Classrooms ne soit pas totalement ouvert, c'est un autre jeu, mais pour l'étudiant de base, c'est complètement ouvert. Et donc là, il y a plein de ressources éducatives, celles que vous produisez, qui pourraient bénéficier à mes étudiants, et tout ce qu'on est en train de faire, nous, qui pourraient bénéficier aux vôtres, et cela de façon beaucoup plus globale. Voilà. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, quand je suis en train d'enseigner à mes étudiants, je suis en fait aussi en train d'enseigner à d'autres étudiants ailleurs. Donc, ce sont des choses qui comptent beaucoup. Donc, plein d'aspects qui sont bénéficiaires. D'accord, les coûts peuvent diminuer. Ça, il faut faire attention à ce discours quand même. D'accord, il y a des coûts. Il ne faut pas faire croire aux doyens, au président de l'université que tout est gratuit. Faire un bon cours continue à demander une vraie charge de travail. Produire ce cours et le publier, c'est-à-dire le rendre public, ça a un coût. Et ce coût doit être accompagné d'une façon ou d'une autre par les institutions, par les ministères, par les systèmes. Penser que soudainement tout est gratuit et il n'y a qu'à Faucon, c'est une des erreurs fondamentales qui ont été faites dans certains pays. Donc non, vous avez la même chose pour le logiciel libre. Passer de Microsoft à Linux a un coût, même si la licence Linux ne coûte pas grand-chose, mais il y a un coût de développement, il y a un coût de travail, il y a un coût de formation, il y a des coûts qui vont avec. Et nous, il y a des coûts aussi qui vont avec. Donc l'accès devient beaucoup plus ouvert, la qualité augmente nécessairement. Il y a un message que je fais passer systématiquement. Si on est médiocre, on n'a pas envie que ça se voit. Donc, accepter d'être ouvert, c'est se dire, je suis fier de ce que je fais en tant qu'enseignant. Et donc, je m'ouvre. Alors, il faut faire attention là aussi. On peut se dire, oui, mais je peux ne pas être fier de tout ce que je fais. Si vous avez 200 heures d'enseignement dans l'année, il est possible qu'il n'y en ait que 50 sur lesquels vous avez vraiment bien travaillé votre sujet, et il y en a 150 que vous faites un petit peu en ramant parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Bon, moi je trouve que c'est totalement acceptable. On va essayer d'être ouvert et d'assurer la qualité sur les choses sur lesquelles on s'est investi, qui peuvent correspondre à nos lignes de recherche, aux choses qu'on connaît le mieux. Et bien entendu, la collaboration, elle est totalement permise par l'éducation ouverte. Moi, je suis totalement sidéré qu'on propose de faire des collaborations avec d'université et une autre université. Tiens, si on faisait une licence ensemble, mais en fait, l'autre université ne peut pas voir ce qu'on fait. Et nous, on ne peut pas voir ce qu'ils font.
Donc, on va s'échanger quoi? On va s'échanger des documents d'habilitation qui ont été rédigés il y a 10 ans pour dire, bah, voilà ce qu'on veut faire en licence d'informatique. Puis eux, ils vont dire, bah, voilà, nous, ce qu'on aimerait, on fait. Et en fait, ça n'a plus rien à voir, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer chez vous, chez nous, mais une fois qu'on a commencé à travailler, qu'on a des collègues qui sont arrivés, qu'on s'est rendu compte que ce qu'on avait écrit ne marche pas, ben, on a adapté des choses. Et en fait, on engage les collaborations sur des choses qui ne sont pas réalistes. Oups. Voilà, donc là, c'est un texte que vous allez trouver de toute façon sur le Moodle, mais c'est ouvrir l'éducation, les raisons. Donc, c'est les arguments dont je suis en train de parler là. Il y a en plus la notion de massification de l'enseignement, où quelque part, on a envie de toucher plus largement, puisqu'on peut très difficilement individualiser en présentiel. Il y a la notion du digital, donc le fait qu'on fasse de plus en plus de choses à distance. Tout ça, ce sont des arguments qui sont importants à l'heure d'ouvrir l'éducation, parce que c'est ce qui va permettre de faire marcher le système. Alors, sur le pouvoir transformant de l'éducation ouverte, qui est la deuxième question qui est posée ici, en fait, qu'est-ce qu'on va transformer? On va transformer les rôles des uns et des autres. On va transformer le rôle des producteurs. Alors, les producteurs, c'est les enseignants. Donc, les enseignants que nous sommes, que vous êtes, on va se retrouver finalement non pas juste en train de faire notre cours et de tout fermer derrière, mais en train d'imaginer des cours qui, effectivement, vont permettre des interactions beaucoup plus fortes avec nos étudiants, mais aussi, puisqu'on sera ouvert, avec nos collègues. Donc, toute la manière de créer des choses change. On devient tous des créateurs. Ça, on en reparlera lorsqu'on parlera des 5 R. Mais c'est une des raisons, c'est peut-être la raison la plus importante pour laquelle un organisme comme l'OCDE soutient l'éducation ouverte. Ce n'est pas parce que les coûts seraient moindres. En fait, l'OCDE a très très peur d'un système dans lequel les enseignants s'enquisteraient, se contenteraient de réannonner le cours qui a été fait par quelqu'un d'autre. Un enseignant, c'est un créateur. C'est quelqu'un qui ne fait pas que transférer la connaissance. C'est quelqu'un qui doit refaire vivre cette connaissance à l'intérieur d'un contexte plus nouveau et donc l'adapter, la revisiter. Et ce travail de création, l'ouverture le permet. Ce que disait Khalid tout à l'heure, les transparents qui sont là et qui vont être disponibles, vous pouvez les prendre et puis vous pouvez vous rendre compte que vous n'avez pas 2 heures pour faire votre cours, mais vous en avez 4. Donc, il va falloir rajouter des transparents. Vous n'en avez qu'une et donc il va falloir en enlever. Ou que de toute façon, il y a des trucs que Colin de la Higuera dit et qui ne sont pas du tout intéressantes, et il faut les enlever et il faut les remplacer par autre chose. Donc, cette capacité, elle est exercée dans le monde de l'éducation ouverte, et c'est bien entendu vraiment quelque chose qu'on cherche à valoriser. Le curriculum va être plus diversifié parce que on se retrouve avec des cours qui peuvent être interconnectés les uns avec les autres. Alors, le système éducatif devrait permettre des formations moins chères. Là aussi, il y a une étoile. Moi aussi, je demande à faire attention là-dessus. Je n'ai pas envie de survendre ça parce que si je convainc mon ministre que les formations soient moins chères et qu'en réalité, la première chose que je fais, c'est lui réclamer de l'argent, il va râler. Mais je pense que, et c'est ce qui s'est vu avec le logiciel libre, il faut absolument prendre ça comme exemple, c'est que dans un premier temps, il y a un investissement et dans un deuxième temps, c'est effectivement très, très rentable. C'est comme beaucoup d'autres choses de ce type-là. Il y a un investissement quand même. Le côté ça tire vers le haut, ça c'est indéniable. Alors c'est indéniable, sauf que c'est très difficile à démontrer. Parce qu'il est très difficile de démontrer que ce qu'on a aujourd'hui ne marche pas si bien que ça. Moi, c'est quelque chose qui m'épate formidablement. C'est que, en fait, la manière d'évaluer l'éducation telle qu'on l'a fait aujourd'hui est basée sur finalement des choses très de surface. On a beaucoup de mal à savoir. Ensuite, si on le fait au niveau de l'école primaire et on est très, très déçu par les résultats. Enfin, en tout cas, en France, on fait ensuite des choses comme PISA et puis à la grande stupéfaction, en fait, on n'est pas les meilleurs du monde. Voilà, donc en fait, mais pour moi, c'est lié à l'absence de transparence. C'est-à-dire que tant qu'on entretient une éducation fermée, on a le droit de se convaincre qu'on est les meilleurs du monde. Puis un jour, on a la mauvaise nouvelle et on se rend compte qu'on ne l'est pas. Voilà. OK, alors donc, impact sur tous les acteurs. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les différents acteurs? On en avait vu quelques-uns. Les apprenants, eux, ils vont aller au-delà du simple cours, puisqu'ils n'ont pas que le poly, ils sortent tout de suite du poly, ils vont trouver d'autres choses.
ils peuvent choisir un matériel pédagogique adapté à leur propre parcours, à leur propre expérience. Et puis surtout, dans des filières dans lesquelles on peut choisir ses modules, ou même avant de choisir sa filière universitaire, eh ben, on peut regarder ce qu'il y a. C'est l'argument numéro un de la révolution américaine de OpenCourseWare. Alors, sans faire toute la partie historique, je me souviens d'avoir beaucoup discuté avec les profs du MIT, et en fait, au début, c'était plutôt les professeurs les plus babacool qui avaient un peu conscience d'avoir devant eux les étudiants privilégiés. Et donc, ils avaient envie de partager les cours qu'ils avaient faits avec d'autres que leurs étudiants privilégiés. Donc, ils ont monté des systèmes dans lesquels, effectivement, les cours du MIT pouvaient être vus à l'extérieur. Mais bon, cet esprit un peu gauchiste, ça ne pouvait pas passer dans un pays capitaliste comme les USA. Et en fait, il y a eu un miracle, c'est que les doyens des universités ou les recteurs se sont rendus compte qu'en fait, c'était totalement intéressant d'un point de vue très capitaliste. Pourquoi ? Parce que les universités américaines vont tirer beaucoup de profit de faire payer des étudiants étrangers, en particulier les étudiants du sud-est asiatique ou d'Asie pour faire général. Et la concurrence, elle se faisait sur Internet. Alors, ils avaient des scouts, ils ont des gens qui vont là-bas, qui tiennent des salons dans les différentes villes en Asie, mais ils se sont rendus compte que si les étudiants en Asie pouvaient voir ce qui se passait dans les amphis, pouvaient voir ce qui se passait dans les salles de TD, voire même dans les salles de travaux pratiques, c'était un énorme argument de vente pour que ces étudiants puissent choisir ces universités. Et donc, dans des pays dans lesquels il y a une concurrence réelle entre les universités, donc ce n'est pas vraiment le cas de la France, mais ça peut être le cas dans d'autres pays où les universités sont vraiment en concurrence les unes avec les autres pour faire venir des étudiants, parce que le modèle économique veut ça en particulier, c'est un critère extrêmement important. Alors les éducateurs, on va avoir des plateformes ouvertes aussi, donc on va avoir des retours des étudiants qui vont être peut-être de meilleure qualité, et puis on va pouvoir collaborer. Parce que quelque part, on va voir des gens ailleurs qui vont dire, tu sais, je fais le même cours que toi. Et voici mes slides. Ah tiens, les miens sont bien, on pourrait les partager et on pourrait les fusionner. Ceci arrive, ceci se passe. Dès que vous avez des plateformes ouvertes où vos cours sont en accès, a priori, il y a des gens, d'autres enseignants qui vont les trouver. Alors, ceci m'est arrivé et ceci vous arrive quand vous-même vous préparez un nouveau cours. Qu'est-ce que vous faites ? Vous utilisez votre moteur de recherche, vous cherchez le cours et on vous informe, tiens, là, il y a un cours, un poly, un PPT qui vous intéresse, vous le récupérez et puis parfois, vous pouvez avoir envie de contacter l'enseignant. Moi, je vous conseille toujours de le faire. Je veux dire, c'est l'enseignant, dans le pire des cas, il vous dit, j'ai pas le temps, d'accord, mais dans 9 fois sur 10, et y compris quand ce sont des cracks internationaux, ils vont vous répondre, ah, ça m'intéresse, c'est super que vous fassiez ça au Maroc. Quelle bonne idée, dites-moi plus. Voilà, et vous pouvez démarrer des conversations, démarrer des collaborations. Bon, et puis atteindre effectivement des nouveaux apprenants parce que vous allez vous trouver avec des gens qui lisent votre matériel ailleurs dans le monde et qui vous contactent. Et pour un enseignant, croyez-moi, c'est une énorme satisfaction. Alors pour les institutions, ce sont des arguments qui sont clairs, mais c'est difficile pour nous, enseignants, de convaincre nos institutions. Donc, reconnaissance et visibilité, l'argument que je mettrais en avant, c'est qu'il suffirait de regarder la liste des universités qui aujourd'hui sont partenaires au niveau de l'Open Education Consortium. Alors, je sais qu'ALID, c'est un sujet sensible, d'accord, mais quelque part, parce qu'effectivement, ces gens-là font aussi payer les droits d'inscription. Mais enfin, les droits, oui, pour que les universités s'inscrivent. Mais il faut se rendre compte qu'on va trouver les meilleures universités du monde là-dessus. Donc, on peut convaincre notre recteur de dire, attends, ne crois surtout pas que l'éducation ouverte, c'est juste pour les ringards, les universités qui n'ont aucune ambition, d'accord, et que les universités ambitieuses, elles cachent bien leur matériel. Pas du tout. Les universités les plus ambitieuses au monde sont toutes en grande partie ouvertes, ont toutes une division ouverte, sont toutes en train de partager le plus possible leurs cours, parce que c'est sur cette base-là qu'elles se font voir, qu'elles montrent qu'elles sont les meilleures. Donc ça, c'est un vrai argument qu'on doit faire passer. Production de contenu, oui, parce que ça permet de trouver des modèles qui vont bien à l'ensemble du corps. Et puis, c'est un sujet sur lequel, soudainement, si l'éducation est ouverte, c'est quand même plus facile de discuter
au sein des équipes pédagogiques. Je donnais l'exemple tout à l'heure de chez nous à Nantes, où l'équipe pédagogique se retrouve en train de préparer la nouvelle maquette sans que chacun puisse même savoir ce que le copain fait dans son cours. Donc, ça me semble quand même, pouvoir aller voir rapidement ce que font nos collègues, c'est quand même une vraie chose intéressante. Ce n'est pas si simple à faire passer. Bon, 5h25, je vais sauter ça parce qu'on va reparler des 5R dans 15 jours. C'est juste, non, je vais sauter, mais c'est juste, on reviendra dessus parce que c'est vrai que pour moi, plus que la définition de ouvert ou de fermé ou de libre, c'est à travers chacun de ces R spécifiquement qu'on comprend l'essence de ouvrir. C'est-à-dire c'est finalement en train de se rendre compte qu'est-ce que je fais moi en tant qu'enseignant quand je décide de partager, qu'est-ce que je suis en train d'offrir à l'enseignant suivant, plutôt que de me dire qu'est-ce que je vais récupérer de l'enseignant précédent. Donc à partir du moment où je me dis, tiens, voilà ce que je gagne en offrant, d'accord, c'est là que c'est important. Donc je disais, je saute ça, je suis désolé, je vais sauter. Je vais dire juste 2 mots sur l'impact de l'IA, sans passer plein de slides non plus. Pourquoi c'est important l'IA? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc l'IA, aujourd'hui, l'éducation, ce n'est pas simplement quelque chose qui nous intéresse, qui est la transmission de la connaissance. J'ai beaucoup aimé dans la vidéo que Khalid a montré tout à l'heure, cette notion de finalement l'éducation comme étant le passage de la connaissance dans le temps. D'accord? J'ai trouvé ça très, très élégant. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un gigantesque marché. D'ailleurs, ce sont des dizaines de milliards avec une des accélérations les plus fortes aujourd'hui de combien d'argent se dépense dans le monde, dans un secteur en particulier. Donc, si c'est un accélérateur, s'il y a beaucoup d'argent, assez logiquement, vous allez vous trouver avec des universités d'État comme Mohamed V ou comme l'Université de Nantes, mais vous allez aussi vous trouver avec des entreprises dont, même si elles peuvent dire que leur objectif, c'est d'améliorer l'humanité, leur objectif premier, ça continue à être de faire gagner de l'argent à leurs actionnaires. Il ne faut pas se leurrer. Il y a un discours qui peut être tenu pour dire qu'ils font des choses très bien, et ils font des trucs absolument géniaux, et on s'en sert tout le temps, mais il n'empêche que, quelque part, leurs objectifs sont assez lointains de ceux qu'on a nous. Alors, on peut s'entendre avec des objectifs, on peut faire des choses ensemble, mais il faut faire attention. Et l'arrivée de l'IA là-dedans va changer considérablement la donne. Pourquoi? Parce que l'IA est un accélérateur, comme je disais, d'éducation. Alors comment? Parce que l'IA va permettre de développer des outils pour que chacun puisse apprendre de son côté. Alors le terme utilisé il y a 2 jours, c'était le Netflix de l'éducation. Il va exister le Netflix de l'éducation. Et la question, c'est juste de savoir si ça va être une des grandes entreprises GAFAM, si ça va être une entreprise en Chine, ou si on est capable de contrôler ça depuis le secteur public. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, il y aura un endroit où il y aura tous les cours qui auront été justement conçus, parce que finalement, les cours et les datas vont être ouverts, mais quelqu'un aura su les ramasser, d'accord? Les reprendre, les mettre ensemble, finalement les ratisser. Okay, et ce quelqu'un, une fois qu'il aura ratissé, il fera tourner des algorithmes d'intelligence artificielle qui font ce qu'on appelle soit de la transcription, de la traduction, de l'analyse sémantique, de l'indexation, de la construction de modèles. Enfin, il y a tout un verbiage et toute une série de choses, je ne vous embête pas avec ça, mais qui permet ensuite de poser des questions, comme par exemple, je m'intéresse à l'histoire des universités ouvertes au Maroc au 19e siècle. Et quelque part, voilà, on va vous dire, voilà un cours qui parle justement de ça. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ça. Mais voilà un cours. Donc, si tu veux t'éduquer, si tu veux apprendre, tu peux utiliser ça. Donc, ces outils-là vont exister. Mais ces outils-là vont exister soit dans un contexte privé, marchand, où on risque de devoir payer, parce que Netflix, il faut qu'on paye, ou bien dans un contexte ouvert et non marchand. Donc, ça va être compliqué. La bagarre, elle est intense là-dessus. Alors, ne pas croire que justement l'erreur, ce serait, on se dirait, dans ces cas-là, on ne partage pas, parce que si on partage et que le secteur marchand prend mon boulot, j'en veux pas. En fait, ça ne change rien. Si vous le faites comme ça, de toute façon, le secteur marchand va parfaitement bien réussir à trouver ce que vous avez fait. Sauf si on s'enferme de plus en plus, mais dans ces cas-là, on ne fait rien.
En fait, il faut vraiment ouvrir, mais il faut ouvrir très proprement. C'est-à-dire proprement pour permettre effectivement ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire permettre à une petite start-up marocaine, par exemple, ou une université marocaine, un groupe de recherche marocain, de développer une app, de développer un service qui permette d'utiliser ces choses-là. Donc on a cet élément-là à surveiller et ça va être un élément important dans le futur. Alors, je souhaitais, ça j'avais dit aussi, donc ce sera dans les transparents, j'en parle pas là. Juste donner sur, il fallait que je parle de un petit peu où on en est aujourd'hui, quelques enjeux qui sont cruciaux. L'enjeu du multilinguisme. Donc l'enjeu du multilinguisme, il est important, c'est-à-dire que le but ne peut pas non plus être d'ouvrir et donc de nous obliger tous à apprendre l'anglais. Et le but, c'est bien que demain, au Maroc, on puisse apprendre en arabe. On ne soit pas obligé d'aller apprendre l'anglais avant de pouvoir avoir accès aux meilleurs cours. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à avoir des outils pour pouvoir faire ça. Mais il va falloir là aussi encourager les gens à travailler à la fois au niveau global, parce que ces outils vont être globaux, mais aussi au niveau local pour pouvoir développer des solutions qui ont un sens localement. Donc il y a plein de choses intéressantes qui sont en train de se passer sur ce domaine-là. Mais c'est vraiment un des thèmes très très chauds en ce moment. Alors j'en reparle dans ce bas, il y a tout qui défile. Dès que je touche l'ordinateur, il y a tout qui bouge. Alors je reviens. J'en reviens. Juste dire que tout ça, ça a l'air très joli, et sur ce que j'ai dit et sur ce que Khalid a dit, on pourrait se dire, c'est évident, il faut être ouvert. Il faut absolument que tout le monde soit ouvert. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obstacles. Que dès qu'on commence à vouloir le faire, au bout d'un moment, enfin très vite, on a des collègues, on a des ingénieurs, on a des gens qui vont dire, ou pire, qui ne vont pas dire, mais qui vont faire comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles, en fait, ils ne sont pas d'accord. Alors ça, ces obstacles-là, j'aurais bien aimé faire un quiz à la façon de Khalid, mais je n'ai pas eu le temps de le préparer, pour savoir finalement quels sont les obstacles à l'éducation ouverte que vous-même, vous pouviez identifier. Donc le surcoût, il en est un. Il y a des gens, j'ai eu des décideurs politiques qui m'ont dit, mais attends, moi, je n'ai pas du tout envie de payer plus. On paye déjà très très cher pour les livres et pour les licences. Je ne vois pas pourquoi on payerait plus cher pour quelque chose qui est libre, donc qui devrait être gratuit. Et là, on le verra dès la semaine prochaine, je suis obligé de respecter des règles, d'utiliser des photos qui ont des droits. Je peux aller télécharger une photo de Star Wars que je trouve géniale pour illustrer mon cours. Donc, ça m'oblige à finalement respecter les règles. Pour certains, cela est absolument idiot. Je devrais pouvoir en fait continuer à faire comme ce que j'ai toujours fait et puis utiliser un peu n'importe quoi. Puis c'est trop compliqué à comprendre. Là, il y a des règles, il y a des lois, c'est barbant. Et puis, de toute façon, c'est inutile, puisque de toute façon, la connaissance est gratuite. La question ne se pose pas. Personne, aucun enseignant va se faire attraper si jamais il utilise des photos de Star Wars. Ceci est faux, d'ailleurs, soit dit en passant. Et puis, alors ça, c'est un argument qui revient, y compris chez des gens extrêmement haut placés. C'est-à-dire, oui, mais attendez, votre liberté, moi, je veux bien, mais libre, ça fait un peu zoo, ça fait un peu tous les animaux qui se promènent. Où est la qualité? Et le débat, on l'a déjà eu mardi, Khalid, si tu te rappelles, la question de la qualité. Alors, c'est assez étonnant, c'est-à-dire que quand vous avez des vieux livres de texte qui ont été faits par des éditeurs dont plus personne ne se rappelle qui ils sont, alors là, comme c'est un livre avec pignon sur rue, on se dit, oh, il y a de la qualité. Mais par contre, dès que c'est une ressource éducative libre, y compris quand elle vient de l'université de Mohamed V ou qu'elle vient de l'université de Nantes, soudainement, il y a des gens en train de dire, ouais, mais tu sais, moi, personne ne me garantit que c'est de la qualité. Donc c'est un vrai enjeu, tout ça, il faut savoir répondre. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est assez curieux, c'est que en fait, les GAFAM, ils ne sont pas contre l'ouvert. Ça les intéresse beaucoup. D'ailleurs, parce qu'en fait, l'ouvert, ça ne fait que si un chercheur de l'université de Rabat trouve une idée géniale, comme c'est ouvert, ils vont pouvoir l'utiliser. Donc, en fait, comme ils ont ensuite plus de moyens, ils vont pouvoir l'utiliser mieux. Donc, on peut argumenter en discutant, en train de dire, mais attends, ouvert, c'est finalement redonner beaucoup de puissance aux plus riches. Et c'est en partie vrai, donc il faut aussi savoir se prémunir. Enfin, la dernière chose, et ça c'est l'argument qui tue, celui qui fait le plus de mal quand on essaye de convaincre les collègues, c'est que, mais attends, je veux dire, moi, si mon cours il est ouvert, je ne sers plus à rien.
finalement, moi, je suis ma connaissance. Et c'est moi qui porte la connaissance. Si en fait, il suffit de faire une vidéo de moi et de mettre une licence Creative Commons en bas, ben, vous n'allez plus m'employer, vous allez pouvoir me virer et puis vous allez faire des économies. Et ça, c'est un vrai argument. D'accord? Il ne faut pas croire qu'on l'ignore comme ça. Et c'est important que les autorités qui nous engagent dans la voie du libre, pour les raisons qu'on a vues avant, ben, sachent discuter de ce point-là. Et là aussi, si vous avez des points tout à l'heure dans la partie discussion, je suis preneur parce que je crois vraiment que c'est important. Si vous êtes convaincu que c'est un faux argument, c'est génial. Mais on a tous des expériences ou on a tous des idées. Vous savez, on est une profession spéciale, les enseignants. Hein. Certes, on est une profession intellectuelle, mais les joueurs d'échecs étaient aussi des professions intellectuelles. Les machines sont devenues meilleures qu'eux. Hein. Et puis, c'était quelque part, intellectuellement parlant, c'était des sacrées personnes. Les caissières de supermarché, a priori, ce n'était pas gagné qu'elles allaient être remplacées par des robots. Donc voilà, donc c'est des vrais débats. À chaque fois que je débat publiquement de finalement l'impact de l'intelligence artificielle, je me retrouve face à ça. Est-ce que demain, l'enseignant va être remplacé par la machine? Et dans le cas qui nous intéresse, est-ce qu'on ne va pas plus vite finalement pour remplacer l'enseignant si on lui dit ouvre ton cours, expose ton matériel, laisse le tout sur le web pour que finalement, voilà, de ça se discute. Hein. Je ne veux pas le faire là, je le fais après. Alors là, il faut que je parle de ça, Khalid, hein, parce que sinon je me... Alors, excusez-moi, il vous reste 15 minutes, s'il vous plaît. D'accord. Alors, juste dire qu'il existe une activité asynchrone, donc ça veut dire que vous ne le faites pas maintenant, vous aurez à le faire, vous allez le trouver sur le Moodle, et il s'agit de répondre à un certain nombre de questions pour se dire si vous-même, vos institutions, ont déjà des éléments de politique éducative ouverte ou pas. Okay, donc, je vous donne juste l'information et vous le trouverez, et c'est du asynchrone. Donc, le dernier truc dont je veux parler, c'est de l'histoire de l'éducation ouverte. En version, effectivement, 15 minutes ou 10 minutes, c'est parfait. Alors, juste ma table du 21e siècle, avec à peu près les mêmes dates que Khalid et peut-être une ou deux autres. Donc, en 2001, il y a effectivement, ça commence au MIT, et c'est une première initiative. Alors, il y a la version Khalid qui est de dire c'est en interne, il y a la version que moi j'ai qui est de dire c'est les babacools qui veulent que leur cours profite à d'autres. C'est pas très grave. On va retrouver quand même un noyau de personnes qui ont beaucoup milité là au MIT. C'est pas par hasard, c'est un des meilleurs centres du monde, c'est un des centres les plus innovants, et donc c'est eux qui sont partis là-dessus. En parallèle, et pas du tout au MIT, en fait, je ne crois pas, il y a la création de Creative Commons qui s'intéresse de façon générale à essayer de trouver des textes juridiques internationaux. Donc c'est compliqué ça, hein, parce que chaque pays a ses lois, chaque pays a ses coutumes. Donc des textes qui passent partout et qui permettent effectivement de rendre possible le partage. Donc a priori, Creative Commons n'est pas créé pour les cours, mais Creative Commons va pouvoir être utilisé pour les cours. En 2002, donc, le forum à Paris de l'UNESCO dont parlait Khalid tout à l'heure, avec l'introduction du terme Open Education Resources. Et en 2005, le MIT et d'autres vont former un truc qui va s'appeler le Open Courseware Consortium, donc un consortium des grandes universités mondiales qui vont toutes payer pour pouvoir avoir une équipe de permanents qui va gérer à la fois une conférence et puis la Open Education Week et puis toute une série d'activités pour qu'au niveau mondial, ça avance sur ces questions. Donc une date qu'on oublie un peu, c'est en 2008, il y a un objet intéressant qui s'appelle la déclaration de Cape Town. Donc la déclaration du Cap, c'est là aussi, il y a une conférence qui va avoir lieu au Cap, donc en Afrique du Sud, qui est un des gros pays moteurs de l'éducation ouverte. Alors c'est un pays, alors c'est pas par hasard, hein, l'Afrique du Sud, c'est un pays sur lequel, vu la vasteté du territoire, ils ont aussi eu une politique de open education pendant très très longtemps. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils l'ont maintenu, y compris au temps de l'apartheid. Donc là où tout le pays était bloqué et que quelque part, en fait, uniquement les Blancs avaient droit à, ce truc-là, cette espèce de... Vous allez à Johannesburg, c'est un immeuble absolument énorme. Ce truc-là existait déjà à ce moment-là. Et donc la déclaration de Cape Town, c'est une déclaration que les universités signent pour dire, moi je m'engage à.
Et elle est intéressante. Bon, moi, j'ai travaillé dessus cette année, je l'ai fait signer par l'Université de Nantes et d'autres universités européennes. Donc, vous pouvez tout à fait reprendre ce texte, le mettre un petit peu à jour et partir de ce texte-là et convaincre votre doyen, votre président, de le signer. Je crois que c'est un très bon point de départ. 2012, il va y avoir un premier World Open Education Congress. 2014, c'est le moment où effectivement il y a ce changement de Open Courseware vers Open Education Global. Alors Open Courseware, c'était des cours qui étaient partagés, mais le cours au sens de des étudiants pouvaient venir suivre le cours. Donc c'était presque un MOOC. D'accord. Et là, en fait, c'est des ressources qui vont être partagées. Et donc le Open Education Global qui va prendre le relais et qui est aujourd'hui encore l'organisation qui organise les grands congrès là-dessus. Deuxième grand congrès sur les OR à Ljubljana, les Slovènes qui sont extrêmement militants et très très dynamiques sur le sujet, qui ont poussé, qui ont travaillé avec l'UNESCO et avec d'autres pour l'écriture d'une recommandation qui a donc été adoptée en 2019. Alors, j'ai retrouvé ce texte, donc je vous le laisse à lire en anglais, c'est 8 pages qui se lisent absolument délicieusement parce que c'est gentil, c'est pas du tout technique, et où les auteurs argumentent que finalement l'ouverture, elle existait bien avant. Et donc là, on donne un exemple de l'université de Florence qui ont Dante parmi leurs habitants et qui veulent comprendre Dante et donc demandent au prince de l'époque de payer quelqu'un pour donner des cours ouverts à tous. Donc, ouvert dans ce cas-là, ça veut juste dire que les portes sont ouvertes et qu'on ne vient pas vous demander qui vous êtes, quel est votre diplôme, quel est votre âge, est-ce que vous avez le droit d'écouter Dante. Non, finalement, il va s'adresser à tous ceux qui rentrent dans la salle. Et donc, voilà, on voit ça en 1372. Les universités européennes étaient ouvertes à leur création, c'est-à-dire que tout le monde pouvait aller assister aux cours. Et ce qu'on voit en lisant ce document, alors il y a plein d'autres expériences, il y a les mineurs, il y a toutes sortes d'autres moments dans l'histoire de l'humanité où effectivement, alors je crois que c'est retracé dans ce document-là, il y a plein de moments où l'éducation est ouverte et systématiquement derrière il y a un reflux, c'est-à-dire les autorités, les autorités, souvent les universités elles-mêmes, se disent « Oh, c'est dangereux de donner la connaissance à tout le monde, nous allons refermer ça et ne donner ça qu'à des gens qui viendraient ici s'inscrire et probablement payer aussi parce qu'on a besoin de payer nos professeurs et donc c'est une manne financière. » Et donc vous avez une espèce d'aller-retour systématique entre la masse, le bas, qui va demander l'ouverture, qui va l'exiger dans des mouvements citoyens, dans des mouvements populaires, et puis le haut qui va à un moment donné se dire pour plein de raisons, ce n'est pas une bonne idée que finalement les choses soient ouvertes. Donc c'est vraiment passionnant à lire, je vous le recommande. Et on retient donc ça, de cet aspect historique, un besoin ressenti comme moteur du changement, et donc souvent le freinage des institutions. Donc, il faut s'en méfier de nos institutions. Non, mais il faut s'en méfier au sens large, c'est-à-dire que quelque part, effectivement, ça peut intéresser que les choses ne soient pas ouvertes. Et puis enfin, quand même, si, malgré tout, dans chacun de ces aspects, on voit l'importance des progrès technologiques, c'est-à-dire que l'ouverture des universités va s'accompagner effectivement, de la diffusion par le livre, par exemple. Okay. Ou bien, comme Khalid le disait, l'Open University en Angleterre, en fait, elle arrive même avant la télé. Son premier mécanisme de diffusion, c'était la radio. D'accord. La BBC, avant, n'avait pas la capacité de transmettre ça. Par contre, la radio, oui, la radio a joué en Angleterre, au Royaume-Uni, un rôle très, très fort dans la dissémination de la connaissance. Voilà, je vais plutôt arrêter là que de vous parler de l'UNESCO, de la recommandation et de ces choses-là. Je voulais juste, dans ce cas-là, aller faire un tout petit peu de pub à la fin. Là, j'étais très ambitieux sur tout ce que je voulais dire. Je voulais faire de la pub sur le fait qu'il y a donc Open Education Global, qui est une société, une organisation internationale, qui organise un congrès. Et le congrès 2021 a eu lieu à Nantes, sauf qu'il n'a pas eu lieu à Nantes puisqu'il était virtuel et qu'il était en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a appuyé très très fort pour essayer de commencer à faire vivre un congrès international sur l'éducation ouverte en multilinguisme. Et donc, on a même eu une session en langue arabe. Donc, je vous invite à la regarder. Je mets le lien ici. Il va falloir le retrouver dès que j'aurai partagé les slides. Mais donc, vous pouvez trouver sur YouTube une session entière sur l'éducation ouverte dans cette conférence internationale en langue arabe. Et on va continuer à essayer de travailler sur le multilinguisme, puisque
l'édition 2022 aura lieu physiquement, espérons-le, bien sûr, il n'y aura plus de Covid d'ici là. D'accord. Elle aura lieu à Nantes dans quelques semaines, donc au mois de mai. Et bien entendu, les gens intéressés sont invités à soumettre leurs articles. Je dois travailler sur le Call for Papers ce week-end-ci. Et je crois que j'ai fini, sauf pour dire qu'il y a encore une autre activité. Mais je vais peut-être laisser la main à Khalid pour parler de cette activité 4, qui est la première Merci. étape du projet personnel. Merci, Monsieur de la Higuera, pour votre exposé. Donc, est-ce que vous avez des questions, des réflexions à poser à Monsieur de la Higuera par rapport à l'ouverture? Donc, alors moi déjà, je vous dis qu'effectivement, maintenant, on apprend que l'ouverture, c'est un gain. C'est un gain pour nous tous, pour l'enseignant, pour l'apprenant et pour l'institution. Et on peut prendre l'exemple du MOOC de Rémi Bachelet sur la gestion de projet. Et donc, c'est un MOOC qui est un peu partout. Et maintenant, dans quelques établissements, il fait partie du cursus. C'est-à-dire, pour pouvoir valider, il faut absolument faire le MOOC. Et donc, ça montre un peu comment l'ouverture permet de gagner, c'est-à-dire là, on gagne en professeur, on gagne en espace, on gagne en gestion, tout un cours qui est prêt de A à Z avec l'évaluation, etc. Tout est prêt. OK, merci. Alors, Sebarada, est-ce que... Oui? Je vais juste rectifier un truc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la partie gain, les gens qui aiment l'éducation ouverte vont le dire publiquement. En fait, un des dangers pour l'éducation ouverte, c'est que nos adversaires ne s'expriment pas publiquement. D'ailleurs, les gens qui sont contre, ils ne le disent pas parce que c'est difficile de dire « oui, mais moi, je n'ai pas du tout envie de partager mon cours ». Oui, on ne va pas l'admettre comme ça, effectivement, explicitement. Donc, en fait, il existe plein d'adversaires, il faut l'admettre, il faut le savoir, donc il faut convaincre, etc. Mais il y a plein d'adversaires qui ne vont pas venir au grand jour pour débattre avec vous. Donc, c'est compliqué. Tout à fait. D'où l'intérêt, par exemple, de ce cours, parmi d'autres, Oui. pour expliquer l'intérêt, parce qu'il faut revenir, la réticence, on va en fait la dépasser avec la compréhension de l'intérêt d'être ouvert. Voilà. Alors, Sebarada, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Le micro. Oui, pas nécessairement. Pas nécessairement. Enfin, c'est aux participants de prendre la parole, je pense. OK, merci. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Vous permettez? Oui, c'est tricky. Alors, en fait, pas vraiment des questions, mais juste quelques idées, des choses qui m'ont interpellé. Alors, j'ai beaucoup apprécié lorsque vous avez parlé. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait, très bien, c'est tricky. Alors, ça m'a interpellé le fait quand vous avez parlé des universités américaines, parce que les idées reçues, c'est que parfois on considère les ressources libres comme quelque chose, une forme de charité ou des choses qui se font pour nos beaux yeux, alors que ce n'est pas le cas. Pour les universités américaines, c'est une stratégie marketing. Pire que ça, on a d'autres exemples, par exemple des sites qui proposent des ressources libres, mais comme appât. C'est-à-dire derrière, il y a toujours l'histoire de passage à premium. C'est-à-dire, voilà notre produit, vous aimez. Si vous vous en contentez, vous l'offre gracieusement. Mais après, si vous voulez mieux, on a des choses à vous proposer. Et si vous acceptez de payer, ce qu'on appelle l'option premium. Maintenant, l'autre côté, le côté enseignant. Certainement, quelqu'un qui produit des ressources libres, il doit toujours se poser la question, mais pourquoi je vais le faire? Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'état d'esprit. Alors là, j'ai deux idées à partager avec vous. La première, c'est que d'abord, celui qui dit pourquoi je vais partager, il profite du partage des autres. Aucun enseignant au monde maintenant ne travaille uniquement avec ses ressources. Alors, si je me dis pourquoi je vais partager, je serai le premier à m'abstenir à utiliser les ressources des autres. Deuxième chose,
c'est quoi une ressource pédagogique? Une ressource pédagogique, c'est un outil. Mais en fait, l'enseignant est beaucoup plus que ça. La ressource pédagogique, parce qu'avec l'évolution de l'enseignement, il y a eu des besoins croissants en ressources, en documents, en logiciels, etc. Il est impossible de produire ça soi-même et on n'a même pas le temps. Donc, pour moi, un enseignant restera un enseignant en tant qu'être humain et ne sera pas remplacé par une machine tant qu'il a cet apport personnel et humain. Et les ressources ne sont que des outils. Voilà, je vous remercie. Moi, je veux bien intervenir sur une des nombreuses choses que vous venez de dire. Donc, il y en a une qui est importante, qu'on a beaucoup discuté lors du dernier congrès, donc Open Education Global, c'est ce côté du pourquoi un enseignant va le faire. Et là, il faut voir qu'il y a beaucoup de modèles différents. Il y a un modèle nord-américain où c'était facile, je crois que c'était 3500 $. C'est-à-dire que quelque part, le système, parce que on est dans un modèle capitaliste et que effectivement l'université a tout à gagner à ce qui se fasse, donc en gros, on donnait de l'argent personnellement à l'enseignant pour pouvoir faire les choses. Donc ça, c'est un premier modèle. Alors ensuite, il y a eu une discussion avec l'université de Louvain en Belgique, qui est un des meilleurs éléments au niveau francophone sur ces questions. Et eux, leur argument, il est surtout de dire non, il ne faut pas primer comme ça en finance l'enseignant. Ce qu'il faut, c'est que finalement, de la même manière qu'aujourd'hui, le chercheur, il est évalué sur finalement sa reconnaissance par ses pairs. Donc en fait, en tout cas en France, on est supposé devenir professeur ou obtenir des promotions parce que on a des citations, parce que des gens nous lisent, parce que des gens nous citent. D'accord? Et en fait, il faut qu'on fasse exactement la même chose pour l'enseignement. Et là, en fait, en recherche, c'est clair, si vos articles sont accessibles librement, vous allez être beaucoup plus cités parce que c'est beaucoup plus facile de récupérer votre article pour le lire. Donc, c'est la même chose pour l'éducation. Si on commençait à juger dans nos carrières les gens sur cette fonction de finalement quel est leur impact au niveau global, ou national, à partir de ce moment-là, en fait, on commencerait à aller. Donc, c'est vers ça qu'il faut aller. Et à ce moment-là, effectivement, on a tous intérêt à être vus, à être cités, et donc à rendre ouverts nos cours. Donc, Excuse-moi, oui, excuse-moi, Souad. Pour revenir au module, à la partie sur la leçon 4 et la leçon 3, donc Colin a bien présenté l'activité, je pense la deuxième, et la troisième activité, c'est sur le site. Donc il faut, la dernière activité, en fait, c'est une première partie du projet personnel. C'est très important. alors, si vous permettez. Mais Khalid, je vais juste compléter. Enfin, l'expérience que j'ai eue à Nantes et dans d'autres universités européennes, c'est que ce qui est intéressant, c'est effectivement de proposer à l'université de le signer. Oui, oui. Pourquoi? Parce que ça engage un débat. D'accord? Et en fait, moi, j'étais très surpris parce que, en fait, très vite, l'université s'est rendue compte qu'elle pouvait aller plus loin que ça. D'accord? Donc, en fait, comme c'est des textes qui datent de 2008, ils n'ont pas si mal vieilli, mais en fait, on peut être plus ambitieux que ça. Et le débat qui s'ensuit, et c'est intéressant que, je ne sais pas, qu'un conseil d'administration ou qu'un conseil scientifique réfléchisse à ça et en débatte, parce que nous, ça nous permet ensuite d'arriver et de faire des propositions concrètes. Ouais. La première photo, elle est 1, 2, voilà, l'écran, je suis. Ok. Alors, je pense que je partage bien mon écran. Est-ce que c'est le cas, s'il vous plaît? Oui. Oui. Voilà. Et donc, alors, on est dans le module 1. La première activité qu'on avait déjà expliquée, c'était là, 1.2. Je vais y revenir pour faire une simulation avec Selfred, s'il est toujours avec nous. Et puis, vous avez une deuxième activité, là, c'est le forum. Donc, on ouvre. Vous avez des questions, juste pour vous inspirer, bien évidemment. Donc, vous pouvez répondre à ces questions et, bien évidemment, vous pouvez ajouter vos réflexions. Et je fais ajouter une discussion. Donc, alors là, un petit titre. Et puis, vous copiez
vous collez ce que vous avez écrit, comme vous pouvez venir l'écrire directement, et puis vous faites envoyer. Et là, nous avons déjà un modèle de Madame Sbeni qui a déjà posté sa petite réflexion. On l'ouvre rapidement, voilà, très bien fait. Donc là, elle nous parle un peu de son expérience par rapport à son établissement. Ouais. Je pense que Dr Sbani du CHU de Marrakech, si je ne me trompe pas, et il était contraint de partir et il nous a envoyé un message. Tout Voilà, à fait, donc, tout à fait. voilà, tout Elle à a- fait. elle a. Et donc, je reviens. On a déjà vu la première activité, une deuxième, et on passe maintenant à la troisième. Alors, tout doucement, module 1, et je descends et je descends encore. Et là, on est dans 1.4, étape 1 de votre projet personnel. J'ouvre. Et donc, là, ce qu'on vous demande en fait, c'est de... Alors, on vous propose déjà ce que vous pouvez faire. Et pour vous aider, vous avez ici des rubriques. Et donc, moi, nous, ce qu'on a fait, c'est de vous préparer un canevas. Et voilà. Vous choisissez, comme l'a bien signalé Sebarada au début, donc la ressource peut être n'importe quel cours. Ça peut être PPT, ça peut être une expérience, ça peut être, je ne sais pas, un compte rendu, un rapport, enfin, n'importe quelle ressource. Et donc là, vous avez le choix de choisir quelle ressource vous voulez ouvrir. C'est juste un exemple, juste pour vous faciliter la tâche. Donc l'intitulé du cours et le public concerné, vous comptez l'ouvrir pour qui? Les objectifs de votre projet, les activités, donc est-ce que vous pensez intégrer un quiz, un devoir à rendre, un travail collaboratif? Et puis là, la dernière partie, donc, pour apporter vos explications, vous pouvez toujours voir la section 1.3 et vous complétez en ouvrant votre cours, quels sont les avantages pour vous, pour les apprenants et pour votre institution. Donc, vous faites ce travail, vous le terminez, vous enregistrez, et puis vous venez là, ajouter un travail. Je descends. Et là, la même chose. Fichier, je choisir un fichier, et je vais venir l'exporter là où je l'ai déjà enregistré. Voilà. Et après, on termine par déposer ce fichier. Voilà, voilà. Alors, est-ce que l'activité vous paraît... alors, est-ce que j'explique un peu comment faire? Est-ce que ça vous paraît plus simple? Alors, le fichier peut être en format PDF comme il peut être en format Word, pour faire simple. Des questions peut-être? Non, c'est clair, merci. Oui. Alors, oui? Oui. Alors, j'ai déjà posé une question, disons, déposé ma réflexion concernant cette activité. Alors, supposons que je suis un enseignant, donc spécialiste dans un domaine donné, une discipline scientifique donnée. J'ai déjà des contenus, des cours dans différentes matières et je veux transformer un de ces cours ou un chapitre d'un cours donné en REL. Oui. Alors, que dois-je apporter à ce contenu que j'ai déjà, dont je dispose déjà? Ok, très bien. En fait, c'est plusieurs étapes. Là, on est dans la première semaine. Et plus on avance dès les semaines, plus on va voir un peu comment transformer un cours, entre guillemets, classique à un cours en ligne. Et juste pour commencer, on fait un premier draft. Et ça, c'est le Canva que je vous ai montré. D'accord. Pour à la fin, vers la semaine 5, on passera vraiment au concret pour sortir avec un produit qui était transformé du papier vers un cours en ligne, une ressource ouverte. Voilà. Juste peut-être pour compléter, c'est Fouzi, je pense.
Là, il faut juste avoir de la bonne volonté. Tous les cours qui sont produits peuvent être utilisés comme ressources éducatives libres. Si vous êtes déjà le créateur, vous êtes le propriétaire, vous pouvez décider de le faire. Il va falloir effectivement faire évoluer cette formation pour les 4 semaines et qu'à la dernière semaine, normalement, c'est un récap pour produire cette ressource. Ça peut ne pas être tout le cours, ça peut être une partie de cours, ça peut être une... Juste, l'essentiel, ce n'est pas voir la quantité, mais c'est voir un petit peu ce qui a été dispensé durant ces 4 semaines. Est-ce que les participants, ils l'ont utilisé pour rendre leur production ressources éducatives libres? Ça peut être des images, ça peut être des photos, ça peut être une expérience de photosynthèse ou une petite expérience de titration acido-basique ou un livre ou des récits, ça peut être des rapports, enfin, ça peut être quelque chose qui vous appartient, que vous voulez vous-même partager. D'abord, respecter selon l'évolution des modules pour la rendre vraiment dans le sens qui contredit les 5 R, tout ce qui est réutilisation, remixage, etc. Donc, ça va venir dans le chapitre 3. Et dans le chapitre 3, on va vous emmener dans les répertoires et les bibliothèques des ressources éducatives libres à travers le monde. Il y a des endroits où vous pouvez déposer vos ressources, avoir le feedback. Il y a des endroits où vous pouvez avoir un espace de plateforme. Il y a des endroits où vous pouvez, par exemple, dans n'importe quel domaine, vous pouvez aller chercher les meilleurs cours qui sont donnés sous format de ressources éducatives libres. Donc, on va vous indiquer comment faire. Il y a comment créer, il y a tout ça. Dans le module 3, c'est un module vraiment qui va un petit peu capitaliser tout ce que nous avons fait pour soit vous emmener prendre des ressources, les ramener, les modifier, les transformer et les redistribuer de nouveau, soit vous prendre vos ressources vous-même et les déposer dans ces répertoires, ces repositories. Donc, il y a énormément de possibilités. Tout au long de la formation, on va vous donner le maximum de sites, le maximum d'adresses. On va avec vous aller dans ces sites pour voir et vous montrer comment s'enregistrer, comment vous pouvez être vous-même partant et donc membre de ces plateformes pour pouvoir d'abord bénéficier et faire bénéficier la communauté scientifique. Il y a tout, on est vraiment au début, on a discuté l'ouverture, la définition des REL, DPL, l'historique, on est vraiment au début. Et donc, rien qu'avec l'éducateur ouvert, rien qu'avec les débuts, donc c'est juste vous mettre dans le parfum, mais ce qui va venir, par exemple, la semaine prochaine, ça va être un module un petit peu en intensité un peu plus fort parce que on va devoir parler du domaine public, on va pouvoir parler du copyright, on va devoir parler des licences ouvertes. Il y a tout un ensemble tout le module, c'est que des activités. Tout le module, ce sont des questionnaires. Et donc là, j'avais discuté avec mon collègue Colin pour transformer donc le Zoom en pulse, en sondage. Donc, il y a possibilité de vous donner des questions, vous répondez automatiquement les résultats en direct. Ça nous permet de voir un petit peu ce que les collègues sont en train de retenir. Donc, le module de déjà, il comporte 4 activités et ces activités, c'est des quiz et il va falloir interagir avec les animateurs. À partir de la semaine prochaine, ça va être un petit peu beaucoup plus interactif. Voilà. Donc, voilà. Mais cette première partie, comme Souad l'a expliqué, c'est juste pour prendre un moment de réflexion et se dire, voilà ce que je veux faire. Je décide de partager telle chose, un album de photos ou de la musique. Enfin, pour rester dans l'éducation, c'est vrai qu'on pense en cours, on pense à de l'évaluation, on pense à des choses que nous faisons au quotidien. D'accord, c'est plus simple. Mais vous pouvez décider de partager ce que vous voulez. Voilà, il n'y a aucun souci. Mais à la fin, on aimerait bien avoir cette production, peu importe. Ça peut être une page, ça peut être 15 secondes, ça peut être une vidéo, ça peut être quelque chose que vous avez enregistré avec votre téléphone. Mais on vous dira
comment la réorganiser, comment la scénariser, où la déposer, comment tirer profit, comment la rendre libre, comment faire profiter d'autres. Et on doit vous emmener à ces endroits pour que... Parce que si vous produisez des ressources et vous les gardez pour vous-même, ça ne sert à rien. Il faut que cette ressource reçoive du feedback. Et donc, si vous la gardez dans votre ordinateur, oui, elle est libre, mais pour vous. Il faut vraiment aller la déposer dans des endroits où vraiment le sens de libre doit être consommé. Voilà. Donc, Merci. Merci, voilà. Sabrata. Merci. Donc là, j'ai une question. Est-ce qu'on peut trouver le formulaire pour la dernière activité? Alors, pour la dernière activité, on est là. En fait, il n'y a pas de formulaire. Vous avez dit juste des consignes pour vous guider, pour vous orienter, juste pour vous montrer comment faire, des questions. Et puis là, le petit Canva, juste pour vous guider encore plus, pour vous faciliter le travail. Bien évidemment, vous êtes obligé de le suivre. Comme vous pouvez le modifier. Oui, peut-être tu peux leur envoyer le... C'est ça. Voilà. Oui, tout à fait. Justement, effectivement, je vais le partager avec vous. Ouais. Alors, j'invite, c'est Ibrahim El-Fqih. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Ok, pas de souci, parce qu'il m'a posé une question. Oui, je suis encore avec vous. Ah, parfait. Donc, regardez, parce que vous avez déjà enregistré votre travail en format PDF. Je vais arrêter mon partage et je vous invite, s'il vous plaît, d'ouvrir votre partage, comme ça je vous guide. Et la même occasion, ça va être aussi une simulation pour les autres. Est-ce que ça vous va? Ça me va, sauf que je viens de le soumettre il y a quelques minutes. C'est déjà Pardon, fait. vous venez de... Ah, c'est déjà fait. Ok. Oui, c'est déjà Très fait. bien. Très bien. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre qui a déjà enregistré le travail en PDF et qui ne l'a pas encore envoyé sur plateforme? Parce que pour moi, ce n'est pas possible. J'avais déjà envoyé 2 fois. Du coup, mes tentatives sont saturées.